La communication est essentielle dans nos relations, mais elle est souvent marquée par l'insécurité. Bernard explique que l'homme fonctionne principalement au niveau de l'âme et est guidé par son bagage de connaissances et d'émotions. Pour pouvoir s'exprimer et communiquer efficacement, il faut d'abord se débarrasser de son insécurité psychologique. Cela nécessite de se tester par rapport au monde et d'avoir conscience de soi. Lorsque l'ego est transparent et que l'autre personne se sent à l'aise, la communication est fluide. En revanche, si l'insécurité est trop présente, cela se ressent et perturbe la communication. Pour apprendre à communiquer, il faut être à l'écoute des autres, faire preuve d'humilité et d'amour envers autrui. Cela favorise une communication ouverte et fluide. La communication est facilitée lorsque l'on est à l'écoute des autres. Si l'on ne fait que parler et se mettre en avant, cela crée des réactions chez les autres, même involontaires. Plus on développe son esprit, plus la communication devient importante et sécurisante. Ce qui compte dans la communication, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais aussi comment on le dit. Il est essentiel de donner une chance aux autres de s'exprimer en écoutant attentivement ce qu'ils ont à dire. Certaines personnes se sentent menacées lorsqu'elles écoutent car elles n'ont pas de centre de gravité, elles ne sont pas en sécurité avec elles-mêmes. L'ego n'a rien à apprendre d'un autre ego, mais il y a beaucoup à échanger entre les égos. Respecter l'écoute de l'autre et lui donner la parole est donc primordial dans la communication. Si l'on est capable de s'asseoir et d'écouter l'autre, cela favorise le développement de la communication. La communication commence par l'écoute et les problèmes de communication surviennent souvent lorsque l'on manque d'écoute. L'auteur affirme que les êtres humains sont très sensibles et que l'ego n'a pas besoin de savoir ce que pense un autre ego. Cependant, il ajoute que l'ego peut prendre plaisir à connaître les pensées d'un autre ego, ce qui change la situation en un échange plutôt qu'un enseignement. Il mentionne ensuite que de nombreuses personnes ont tendance à vouloir enseigner, mais que l'écoute devrait être un échange d'idées techniques, psychologiques, philosophiques, etc. Il soulève également le problème de l'écoute face à quelqu'un qui veut lui enseigner quelque chose. Il admet qu'il l'écoutera par respect, mais que s'il continue à parler sans interruption, il y aura une saturation. Il explique qu'il y a des gens qui sont très verbaux et ont tendance à parler sans cesse, et qu'il faut apprendre à les interrompre pour ne pas perdre son énergie. L'auteur aborde également le fait que lorsque quelqu'un parle à un autre et que l'autre écoute, cela peut être interprété comme une forme d'autorité. Il explique que les personnes verbales peuvent sembler autoritaires parce qu'elles n'ont pas la finesse nécessaire pour transmettre leur expérience ou leur savoir avec respect. Il souligne que pour être un grand communicateur, il faut avoir un grand respect pour l'autre. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de l'écoute dans les échanges et met en évidence la nécessité de respecter l'autre lorsqu'il s'exprime, qu'il soit peu éduqué ou très éduqué. Il affirme également que lorsque les gens sont trop verbaux, il faut parfois les interrompre pour ne pas perdre son énergie, et que l'écoute mutuelle permet de créer une connexion et d'apprendre des choses les uns des autres. L'homme dont parle le locuteur est très intelligent mais a tendance à parler beaucoup, un moteur au long cours, avec pour problème une certaine arrogance. Il possède 6 doctorats et s'appuie sur ses connaissances et intuitions pour se positionner en tant qu'expert dans tout domaine. Le locuteur, quant à lui, adopte une approche différente en démantelant les arguments de cet homme pièce par pièce, de manière à le mettre face à ses propres limites. Cela crée un choc chez l'homme, qui réalise que le locuteur est capable de parler de sujets sans nécessairement avoir lu dessus. Finalement, ils deviennent bons amis et apprécient leur discussion, avec le locuteur bénéficiant de l'érudition et de la grande éloquence de l'homme. Le locuteur souligne cependant qu'il faut parfois arrêter ces personnes qui développent un certain élan sans être contestées, pour s'assurer qu'ils n'encombrent pas l'espace de parole et pour permettre à d'autres de s'exprimer. Par ailleurs, il mentionne que les personnes les plus intéressantes et créatives ne sont pas forcément les plus conscientes, mais qu'elles peuvent le devenir grâce à l'influence des autres. Il affirme également qu'une certaine insécurité et un manque de stabilité intérieure peuvent empêcher de profiter pleinement de ces personnes et conduire à rester dans un environnement plus simple et tranquille. En conclusion, le locuteur souligne que certaines personnes, malgré leur excès, ont un potentiel intellectuel et créatif remarquable qui peut être bénéfique lorsqu'il est canalisé et soutenu par d'autres qui ont un centre de gravité stable. Il mentionne l'exemple de Pierre Elliott Trudeau, une personnalité politique fascinante mais inaccessible sans une certaine maturité et stabilité. Le locuteur appelle ainsi à développer une relation d'engagement créatif avec ces personnes plutôt que de les mettre de côté. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle du
Respect dans la communication et de la façon d'écouter les personnes qui ont beaucoup d'expérience et de savoir. Il affirme qu'il faut faire preuve de patience en écoutant ces individus colorés et verbeux, et absorber leur mémoire. Il explique que cela crée un lien magnétique entre les deux personnes, et que cela permet ensuite à l'auditeur de partager son énergie créative. Pour cela, il faut de la patience et de la sécurité intérieure. Bernard de Montréal donne l'exemple de sa propre expérience. En écoutant un avocat parler de jurisprudence, en lui laissant la parole pendant plusieurs jours avant de partager son point de vue. Finalement, il souligne que le respect dans la communication ne se fonde pas seulement sur la capacité à impressionner par la parole, mais sur une participation active avec l'autre personne. La patience est essentielle dans la communication. Il faut prendre le temps de laisser les autres nous connaître progressivement, sans imposer nos idées. Si nous avons des facultés extrasensorielles, il est important de laisser aux autres le temps d'assimiler nos informations. Il faut absorber leurs impressions et les intégrer lentement afin de créer les nôtres. Cette patience consciente a un objectif, celui de favoriser une communication authentique et respectueuse. En adoptant une attitude neutre et non agressive, nous pouvons créer un lien d'échange et de compréhension avec les autres. C'est ainsi que la communication véritable peut s'établir. Dans cet extrait, D de Montréal explique que la communication entre les personnes est difficile, surtout avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience et de connaissances. Il donne l'exemple d'une soirée où sa femme est allée parler avec Zaza Gabor, et il a dû lui dire de venir car il trouvait la conversation assez. Il souligne que les gens ne savent pas comment traiter avec cette énergie de communication et que c'est une science complexe et hermétisée. Il affirme que lorsqu'on va vers quelqu'un, c'est souvent dans un but précis, sauf si on va chercher du pain chez le boulanger. Il explique ensuite qu'il y a des individus avec lesquels on souhaite établir un échange plus profond, où l'on cherche à partager des connaissances ou des intérêts communs. Il affirme qu'il faut être transparent et se connecter à sa source pour pouvoir parler de sujets ésotériques et hermétiques. Finalement, il conclut que l'intérêt mutuel est essentiel pour que la communication soit satisfaisante. La communication réelle ne devrait pas être utilisée pour développer une mémoire. L'important dans la communication est l'échange d'énergie et la création de nouvelles idées. Il ne faut pas s'inquiéter de se souvenir de tout ce qui a été dit, car l'énergie continue à être disponible. Il ne faut pas se focaliser sur le fait de retenir les conversations, mais plutôt sur l'instant présent et l'échange d'idées créatives. Les notes prises peuvent être subjectives et ne pas refléter exactement ce qui a été dit. La communication est avant tout une expérience et un échange d'énergie, et non un moyen de se souvenir de tout ce qui a été dit. Selon la logique sacrée, la différence entre la connaissance et le savoir réside dans le fait que la connaissance est liée à l'involution, où l'individu accumule des connaissances pour créer une identité mentale égoïque. En revanche, le savoir est lié à l'évolution, où l'individu se libère des attachements mentaux et entre dans la conscience, ne cherchant plus à se rappeler de tout. Elle affirme que se souvenir de chaque détail des conversations et des personnes est un problème psychologique lié à l'ego, et qu'il est préférable de se libérer de la nécessité de se souvenir pour être influencé par les autres. Ainsi, lorsqu'une personne se contredit dans une conversation en se basant sur sa mémoire, cela n'a pas d'importance pour ceux qui vivent sans attachement à la mémoire, car ils ne peuvent pas se contredire par manque de souvenirs. Dans cette discussion, DM et BDM abordent le fonctionnement de la parole et de la communication avec d'autres plans de conscience. BDM explique que la parole ne fonctionne pas sur le concept de la vérité, mais sur une base créative reliant l'être à sa source. Il affirme également qu'un individu conscient n'a pas de mémoire psychologique, mais une mémoire créative, ce qui lui permet de maintenir la connexion avec sa source. Cependant, cela peut entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, car il peut être difficile pour cet individu de prendre des décisions cohérentes sans référence à la mémoire. BDM souligne que la fusion croissante entre l'être humain et sa conscience supérieure conduira à une perte progressive de la mémoire mécanique, mais que les individus s'habitueront à cette nouvelle façon de fonctionner. Il mentionne également que la mémoire donne l'impression d'être intelligent, mais que la véritable puissance créative réside dans la capacité à briser le mémoriel pour créer de nouvelles perceptions. Ainsi, à terme, la connaissance accumulée devient inutile. Selon l'auteur, la conscience grandit progressivement et l'individu ne peut rester indéfiniment au même niveau de conscience. Passer de l'expérience de l'âme à l'expérience de l'esprit entraîne un changement dans le corps mental et astral, ainsi que dans les vibrations et l'aura de l'individu. Lorsque l'homme entre en contact direct avec l'esprit,
sa vie et ses activités peuvent être déterminées en fonction de cette connexion. La mémoire change également, mais l'individu en a une plus vaste, bien qu'elle ne soit pas régularisée par les mêmes lois qu'auparavant. La communication avec l'esprit se fait par la parole consciente, qui est une communication télépathique avec la source, et les pensées deviennent une communication réflective avec l'ego. Dans la réalisation, les actions apparaissent lorsque l'individu se plonge dans l'action plutôt que d'être planifié à l'avance. La communication intérieure avec notre double spirituel permet d'assurer sa présence dans notre mental. Cependant, si l'on souhaite étudier quelque chose, cela pourrait fatiguer notre esprit. Dans ce cas, la communication se fait par la parole. Les êtres spirituels qui communiquent avec nous sont très élevés en vibration et ne peuvent pas transférer toutes leurs connaissances dans notre esprit limité. Ils nous protègent donc de la surcharge. La communication par la parole permet d'extraire du matériel et de s'ajuster à leurs vibrations. Il faut cependant avoir une connexion développée et un intellect suffisamment libéré des souvenirs pour que l'énergie puisse passer. Parler élève le taux vibratoire des corps subtils de ceux avec qui l'on communique. Cela nous énergise et nous booste, mais il faut faire attention à la fatigue qui peut survenir après un certain temps de discussion. Lorsqu'il parle, Bernard de Montréal génère une énergie qui apporte de la santé car elle n'est pas colorée. Cependant, si la discussion devient une confrontation, cela peut avoir des conséquences négatives pour lui. Il aime parler avec des personnes dont l'ego est suffisamment transparent pour pouvoir échanger de façon agréable. Pour lui, il est important de ne pas rentrer dans des guerres d'ego, mais de descendre une vibration pour le public, pour lui-même et pour les autres. Il affirme que tout le monde génère cette énergie en parlant, mais que certains le remarquent davantage que d'autres. Il considère la parole comme une activité créative qui peut être utilisée dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnellement ou dans les relations de couple. Il compare la parole à du fioul, une énergie extraordinaire dont on s'habitue progressivement. Au début, cela peut être fatigant de toujours avoir une réponse, mais avec le temps, on développe une certaine distance par rapport à cette énergie et cela devient plus facile d'échanger avec les autres sans ego. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, elle passe à travers lui et fait partie du cosmos. Une fois que l'homme aura compris cela, il n'y aura plus d'ego dans les échanges et cela marquera la fin de la mort de la philosophie.